Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Voici les titres de ce mardi 7 septembre. La journée d'action pour les retraites fait le plein partout en France. 2,5 millions de manifestants selon les syndicats. Malgré le succès des manifestations, le gouvernement maintient le cap des 62 ans. Choix raisonnable, dit François Fillon. Les invités du 19h, Jean-Louis Bianco pour le Parti Socialiste et Jean-Louis Malice de la CFDT. Natacha, la joggeuse assassinée à Marc-en-Barœul, a été victime d'un récidiviste en liberté conditionnelle. Nouveau fait divers tragique en plein débat sécuritaire. Débat à suivre avec Jean-René Le Serre, sénateur UMP du Nord, et Christophe Régnard, président de l'Union syndicale des magistrats. Bonsoir à tous. Une participation en forte hausse donc partout en France. À Paris, la préfecture de police a comptabilisé 80 000 manifestants, c'est-à-dire le double du 24 juin dernier. Un chiffre encore très éloigné de celui clamé il y a un instant par les syndicats. Sur place, dans le cortège parisien, nous retrouvons Marie Brémaud. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la manifestation se disperse, mais la mobilisation a été extrêmement importante, notamment ici à Paris. Selon la CGT, 270 000 personnes se trouvaient dans le cortège parisien, soit 2 fois plus que lors de la dernière manifestation du 24 juin. Il y avait tellement de monde que les organisateurs ont dû scinder en deux le cortège de manière à désengorger les artères qui menaient jusqu'ici à la place de la Nation. C'est donc un beau succès pour les organisations syndicales qui manifestaient aujourd'hui ensemble. On écoute tout de suite les réactions des leaders syndicaux de la CFDT et de la CGT, François Chérec et Bernard Thibault. Il faut faire sortir toutes ces injustices de la réforme que nous propose le gouvernement, donc en construire une autre. Le message est clair. Le gouvernement nous a dit « j'attends en quelque sorte la mobilisation pour voir ce que je vais faire ». La mobilisation est tellement importante que le message est clair, il faut changer de réforme. Je sens de la colère et je ne peux pas croire que le chef de l'État, le gouvernement, plus largement la majorité parlementaire, ne va pas prendre la mesure de ce qui se dit dans les rues et les arrêts de travail d'aujourd'hui. Vous l'aurez compris, le rapport de force avec le gouvernement est instauré au vu de la forte mobilisation. Reste à savoir jusqu'où et sur quel point l'exécutif est prêt à lâcher du lest. Élément de réponse dans quelques instants puisque le ministre du Travail, Éric Woerth, réagira ce soir. Merci Marie Brémaud. La pénibilité du travail, l'usure professionnelle avant même 60 ans ont été des soucis fortement exprimés aujourd'hui dans les cortèges. Jérôme Rabier a rencontré 2 manifestants d'âge éloigné avec leurs propres revendications. Au cœur du cortège parisien, toutes les générations sont là pour combattre la réforme, même si les conséquences ne seront pas les mêmes pour tous. Je ne peux pas partir avant 61 ans, avec uniquement mes 41 annuités. Et si je veux une retraite à taux plein, il faut que je parte à 66 ans. J'ai 57 ans, donc j'ai encore 9 ans à travailler. C'est un petit peu beaucoup, quoi. Philippine a 22 ans et est étudiante. Pour elle, le calcul est plus difficile. Pour l'instant, si tout va bien et sans période de chômage, ça fait 67 ans minimum. Donc ça fait quand même déjà assez tard. Cette fracture générationnelle, les manifestants en font un leitmotiv pour une réforme profondément corrigée. Si je passe pour les gens de ma génération, effectivement, mais surtout pour les jeunes. Moi, l'important, nous avons des enfants, j'aimerais bien que les enfants aient du travail. De leur côté, les jeunes comparent avec la situation de leurs parents. Pour eux, le constat est clair, ils seront perdants. Mes parents, ils ont commencé à travailler assez jeunes, par exemple, parce qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir forcément beaucoup de diplômes pour accéder sur le marché de l'emploi. Maintenant, il faut être vraiment diplômé pour trouver un emploi qualifié, c'est de plus en plus tard. Et donc moi, je vois, déjà là, à 22 ans, je commence à travailler 4 ans après eux, quoi, donc pratiquement. Donc c'est déjà énorme comme temps d'années de travail. Donc, voilà, c'est une vraie dégradation, je pense, des conditions sociales. Quelles que soient leurs raisons, ils ont battu le pavé toute la journée, espérant un geste du gouvernement. Et tous l'ont affirmé, s'il faut recommencer, ils seront à nouveau au rendez-vous de la rue. Ce matin, lors du petit déjeuner des responsables de la majorité, Nicolas Sarkozy a redit sa fermeté sur le cœur de réforme, les 62 ans d'âge légal et les 67 ans pour la pension sans décote. L'invité du 19h, Jean-Louis Malice, bonsoir. Vous êtes en charge des retraites à la CFDT. Nicolas Sarkozy, ce soir, peut-il maintenir sa position ? Ça va être difficile pour lui. Je pense qu'il y a un vrai message. C'est lui qui a souhaité que le débat parte très tôt
le 7 septembre en souhaitant que finalement on se prenne un peu les pieds dans le tapis et que la mobilisation ne fonctionne pas parce qu'elle était trop tôt à la reprise. Et en fait, c'est à Paris perdu pour lui et gagné pour nous. On a montré un vrai rapport de force. Et alors que le gouvernement, depuis 3 mois, n'a absolument pas bougé d'un poil sur les propositions. Mais là, il répète qu'il va bouger sur la pénibilité, sur les polypensionnés, sur les carrières longues. Là, Nicolas Sarkozy se dit ouvert. Ça ne vous suffit pas? C'est exactement ce qu'il a dit le 18 juin au soir. Donc il n'a pas dit un mot de plus ce matin par rapport au 18 juin. Mais par rapport à ce matin, il y a un événement, c'est la mobilisation d'aujourd'hui. Donc j'espère que demain, au plus tard après-demain, il y aura de vraies propositions pour discuter de ces thèmes-là qui sont extrêmement importants. Plus lesquels? Mais nous, le fait de reporter l'âge de la retraite à taux plein à 67 ans est une catastrophe pour beaucoup de femmes, oui, qui d'ailleurs, pour certaines, ne l'avaient pas intégré avant l'été, qui l'ont intégré maintenant. Mais Éric Woerth répond encore aujourd'hui que cette réforme, c'est d'abord un problème d'âge. Donc on ne touche pas aux 62 ans et aux 67 ans. Mais non, si c'était un problème d'âge, les projections qui ont été faites en 2007 seraient les mêmes qu'aujourd'hui. Or, on a une dégradation de nos régimes de retraite liée essentiellement à la crise, pas à la démographie. Donc, il faut prendre des mesures, nous on est d'accord. Il faut réformer, on est d'accord. Mais cette réforme doit être juste. Or, cette réforme, par les mécanismes qu'elle induit, va peser exclusivement sur les salariés les plus modestes. Est-ce que vous envisagez d'autres journées d'action, voire une grève reconductible ? Alors, nous, on va décider demain avec nos collègues des autres organisations syndicales et on va être très attentifs à ce qui se dira ce soir de la part des hommes politiques, oui, et de ce qui se dira aussi demain dans la journée. Ce que je veux dire, c'est que la manifestation en termes quantitatifs est réussie, mais en termes qualitatifs aussi. C'est-à-dire que vous aviez énormément de salariés du privé, vous aviez beaucoup de jeunes, que vous l'avez montré. C'est pas une manifestation de ragards. C'est des manifestations de gens qui sont en plein de la société et qui ont vu les vrais problèmes. Jean-Louis Malice, merci. Atmosphère électrique pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, où l'examen du projet de réforme a commencé. La séance des questions d'actualité a été brièvement suspendue lorsque les députés communistes ont déposé en bas de l'hémicycle les milliers de signatures de leur pétition. La séance est suspendue. La France est montrée du doigt au Parlement européen à la suite des expulsions de Rome. Le droit à la libre circulation a été rappelé par les groupes de gauche. C'est également celui des libéraux dont le chef Guy Verhofstadt a mis en garde d'ailleurs contre une tentation populiste, parfois raciste en France. De son côté, José Manuel Barroso a adopté une position modérée au lendemain de sa rencontre avec Nicolas Sarkozy. Le président de la Commission rappelle que les citoyens européens ont aussi des obligations. La suite du 19h avec notre deuxième invité, Jean-Louis Bianco. Jean-Louis Bianco, donc, qui va faire son entrée dans ce studio et qui publie ce livre, « Si j'étais président, que faire en 2012 ?» Nous attendons notre invité. Il est là dans quelques secondes. Il va prendre place dans ce studio. Jean-Louis Bianco, je vous le rappelle, qui a été secrétaire général de l'Élysée auprès de François Mitterrand pendant 9 années, qui est aujourd'hui député et président du Conseil général. Il va répondre dans un instant à nos questions. Et d'abord, il répondra à François Fillon, qui a interpellé et critiqué le Parti socialiste sur les retraites tout à l'heure. C'est important, mais la crédibilité de ceux qui le portent, c'est aussi important. Or, depuis 1993, la gauche n'a jamais tenu un seul des engagements qu'elle a pris en matière de retraite. Et les Français, aujourd'hui, doivent le savoir. Tout se passe comme si une bonne réforme pour vous, c'était la précédente. Et au moment où nous en proposons une nouvelle, celle que vous avez combattue devient la bonne. Eh bien, j'espère que cette fois-ci, vous saurez ne plus être en retard sur l'histoire. Voilà, c'était donc le Premier ministre cet après-midi. Jean-Louis Bianco, bonsoir. Bonsoir. Alors, il vous accuse de ne rien avoir fait, vous les socialistes, et vous, dans votre livre, Si j'étais président, eh bien, vous concédez que comme ministre des Affaires sociales, en 1991, eh bien, vous n'avez rien fait. Je n'ai rien fait en 91 parce que je ne suis resté qu'1 an. Mais depuis 91, il s'est passé des choses, et notamment la création du Conseil d'orientation des retraites dont on parlait tout à l'heure, qui est dû au gouvernement de Lionel Jospin, qui permet d'avoir une base de discussion sérieuse et objective
sur laquelle on peut travailler. Et puis il y avait aussi une autre création du gouvernement de la gauche, qui était le fonds de réserve des retraites. C'est-à-dire qu'on épargnait de l'argent sur le budget de l'État pour pouvoir arriver à amortir les chocs dans l'avenir. Alors, l'argumentation du Premier ministre, M. Fillon, est de très mauvaise foi. Pour réussir une réforme des retraites, quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, il faut du temps. Et vous vous rendez compte, là, M. Malice le disait tout à l'heure, on ne sait pas encore ce soir quelles seront les propositions du gouvernement, que le débat a déjà commencé à l'Assemblée nationale et que nous avons à peine une semaine pour poursuivre ce débat. Et la bonne réforme, c'est une réforme qui se fait avec l'accord des syndicats et si possible avec l'accord de la majorité de l'opposition. Vous voulez une union nationale, on en est loin. Je pense que là-dessus, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais on ne le fait pas en insultant tous les jours, tous les mardis, tous les mercredis, l'opposition. On le fait en travaillant et en la respectant. Jean-Louis Bianco. Il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre. C'est pas comme ça qu'on fait réformer le pays. Jean-Louis Bianco, la gauche, le Parti socialiste notamment, promet le retour à la retraite à 60 ans. Dans votre ouvrage, vous promettez, vous, du sang et des larmes pour les Français en 2012. C'est pas comme ça qu'on gagne une élection. Non, c'est pas comme ça qu'on est censé gagner une élection, mais je crois que les Français sont parfaitement conscients des réalités. Et si nous ne le disons pas avec force... Alors c'est les retraites aussi, alors. Hein, mais sur tous les sujets, ça va être très difficile parce que nous avons une crise qui est grave, nous avons une précarité qui s'accroît, des inégalités qui sont énormes. Et je crois qu'il faut dire ça si on veut être attendu. Mais ça ne veut pas dire que rien n'est possible. Et en particulier sur les retraites, d'autres financements sont possibles. On peut faire appel au financement par le capital, par les banques, par un certain nombre de privilèges. La réforme du gouvernement, elle est payée à 95% par les salariés. C'est totalement injuste. Et l'âge de la retraite, ça n'est pas le seul sujet. Le sujet, c'est d'avoir plus de jeunes qui travaillent et plus de seniors qui travaillent. Allez, parlons d'autres sujets. Et un peu de vous, Jean-Louis Bianco, puisque ce livre est titré « Si j'étais président ». On ne peut pas prendre le titre au premier degré. On peut le prendre au premier degré dans le sens où j'essaye de dire ce que je pense qu'il faudrait faire pour mon pays, avec ma voix, avec mon histoire. Je crois que c'est utile dans le débat. Pour l'instant, il y a un rejet de la droite, mais il n'y a pas encore une adhésion à la gauche et au Parti socialiste. Les Français ne pensent pas dans leur majorité que nous ferions mieux, parce que nous n'avons pas de proposition assez claire, assez précise. Notamment sur les retraites, peut-être. Hein, sur les retraites, on est légèrement mieux, mais pas vraiment beaucoup mieux. Mais votre credo, quand même, n'a pas changé, Jean-Louis Bianco. Hein. C'est d'abord « Ah, si Ségolène était présidente ». Non, mon credo, ce n'est pas « Ah, si Ségolène était présidente ». Mon credo, c'est « Il faut que nous ayons peu de propositions ». 4 ou 5, pas un catalogue de promesses. Ne pas promettre qu'on va raser gratis, mais là-dessus, être clair et lisible et choisir. C'est le travail qui nous reste à faire maintenant. Après, on verra la candidature. Moi, je continue à penser que Ségolène Royal serait notre meilleure candidate. Toujours derrière elle. Hein. Je suis toujours derrière elle, mais ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous proposons aux Français pour être crédibles. Alors pour l'instant, le Parti socialiste propose l'union. On l'a vu à La Rochelle. Alors quand on vous lit, on s'aperçoit que vous n'y croyez pas du tout. Alors, je crois à la sincérité de ceux qui proclament l'union à La Rochelle, parce que rien ne serait plus mortel qu'une guerre. La guerre va revenir. Ça ne tiendra pas. Je pense que ça ne tiendra pas, et j'en suis le premier désolé. Ça ne tiendra pas parce que nous avons un calendrier qui n'est pas raisonnable, qui consiste à attendre le mois d'octobre ou de novembre de l'an prochain pour choisir notre candidat ou notre candidate. Donc d'ici là, essayons au moins d'avoir les idées claires. Pour vous, Ségolène Royal, elle vous l'a dit, elle va y aller? Non, elle ne le sait pas encore, je crois. En tout cas, elle ne l'a pas dit encore, et elle le dira quand elle pensera que c'est utile. Je ne sais pas si elle ira ou pas, je souhaite qu'elle y aille. Elle est très en pointe en ce moment sur la réforme des retraites, on l'entend partout. Elle a fait une proposition, par exemple, qui est très utile, qui est de dire pourquoi on ne ferait pas un référendum sur les retraites? Pourquoi le gouvernement refuse un référendum? Il a un projet, on met ce projet au référendum, ou alors on met deux projets au référendum, celui des socialistes et celui du gouvernement, on voit ce que les gens veulent. Dernière question, Jean-Louis Bianco, vous avez été, je le rappelais, secrétaire général pendant 9 ans sous François Mitterrand à l'Élysée. Aujourd'hui, on entend beaucoup Claude Guéant intervenir dans les médias. Que pensez-vous de l'offensive médiatique du secrétaire général de l'Élysée? Vous qui avez été si silencieux à l'époque. Ça ne me choque pas qu'on entende plus que de mon temps de secrétaire général. Le secrétaire général de l'Élysée, c'est quelqu'un d'important, il faut qu'on sache qui il est. Ce qui me choque, c'est qu'il fait le Premier ministre. C'est qu'il fait des annonces en disant on ne sait pas si on va garder le Premier ministre. Or, il n'a pas la légitimité de l'élection démocratique. Donc qu'il parle, c'est bien, mais pour expliquer ce que pense le président et non pas pour doubler le Premier ministre. Bien. Je vous repose la question sur la crédibilité de votre engagement éventuellement dans les primaires. C'est uniquement si Ségolène Royal n'y va pas? Ça n'est pas uniquement. Non. Mon engagement, il est d'aller jusqu'au bout si je vois que mes idées ne sont pas reprises, parce que je crois aux idées que je défends. Très bien. Jean-Louis Bianco, si j'étais président, donc que faire en 2012 aux éditions Albin Michel? Merci de votre venue ce soir. Dernière page du 19h, le durcissement de la loi sur la sécurité intérieure, avec dans l'actualité aujourd'hui le drame de Marc en Barœul et puis les projets de Michel Alliot-Marie pour réformer la garde à vue.
Le tour de vis sécuritaire annoncé par le chef de l'État fait apparaître des réticences au Sénat dans le camp majoritaire. Constat dressé par Bérengère Dinglas à l'occasion du débat sur la sécurité intérieure. Petite phrase, critique et même mise en garde de Gérard Larcher. Tout l'été, le discours de Grenoble a provoqué des dissensions au sein de l'UMP. Ce matin, pour la rentrée du groupe, Gérard Longuet tentait d'expliquer les prises de position estivales au sein de la majorité. Au mois d'août, chacun est dans sa commune, dans son département ou en vacances. Et ceux qui parlent parfois dans la solitude, et la solitude n'est pas toujours bonne conseillère. Accusé par certains de dérives sécuritaires, le gouvernement tente de rassembler la majorité. Venu discuter du texte avec le groupe, Brice Hortefeux a cherché à relativiser les oppositions au sein de l'UMP. Il y a eu un débat, des interrogations, et c'est indispensable qu'il y ait débat et interrogation, mais c'est un soutien assez clair, net, justifié qui est apporté par le groupe à ce texte. Pourtant, les discordances subsistent. Et même si Jean-Pierre Raffarin, l'un des plus critiques à l'égard du texte du gouvernement, était absent ce matin, certains élus affirment haut et fort qu'ils ne voteront pas les amendements du gouvernement. Je ne suis pas favorable à ces amendements qui visent à aggraver encore des peines dont l'arsenal est déjà très important, qui existent. Il s'agit de les mettre en œuvre. Il s'agit aussi de coordonner toute l'action publique. Certains amendements pourraient même ne pas passer le stade de la commission des lois. Parmi les textes critiqués, la comparution immédiate des mineurs ou l'extension des peines planchées. Je pense qu'il n'y a pas de majorité à la commission des lois pour soutenir la position du gouvernement. Et dans l'hémicycle ? On verra. Les amendements polémiques ne devraient pas être débattus avant la fin de semaine, mais le passage au Sénat de la loi LOPSI 2 s'annonce d'ores et déjà beaucoup plus difficile que prévu. Deux invités avec nous, Jean-René Le Serre, sénateur UMP du Nord, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Avec Christophe Rignard, le président de l'Union syndicale des magistrats, bonsoir. Et merci également d'être là. D'abord, ce drame de Marc en Barœul, c'est chez vous, Jean-René Le Serre, l'assassinat par un récidiviste de Natacha, joggeuse. L'homme a avoué et donc on a appris qu'il avait effectué la moitié de sa peine avant d'être libéré. Que faut-il incriminer ce soir ? Vous savez, je crois que ce soir, l'heure est au chagrin, l'heure est à la peine, au respect pour la famille et également à la colère, car la colère est une réaction normale et naturelle. Après, nous sommes... Contre qui ? Colère contre l'horreur du crime, ce qui est une colère naturelle et qui sera partagée par les uns et par les autres. Après, notre responsabilité, c'est de savoir s'il y a eu faute ou pas, parce qu'il peut très bien n'y avoir eu aucune faute, et le risque zéro n'existe pas. Mais c'est des choses extrêmement difficiles. Sans faute, quand même, on peut s'interroger sur les décisions qui sont prises. Bien sûr, notamment, là, c'est moins, sans doute, les magistrats qui sont en cause que peut-être les médecins, les experts. Moi, je rencontre après-demain le directeur de l'administration pénitentiaire, et j'ai toute une série de questions à poser. Dans quelles conditions s'est faite la libération conditionnelle? Est-ce qu'il y avait des personnels d'insertion et de probation en nombre suffisant pour accompagner la personne? Quels sont les soins qui éventuellement lui ont été dispensés pendant qu'il était en prison? Bref, s'il y a faute, il faut bien sûr que la faute soit relevée et qu'on fasse tout pour que ça ne se reproduise pas ou que ça se reproduise le moins possible. Mais rien ne prouve en l'état actuel des choses qu'une faute a été commise. On verra l'enquête. Christophe Rignard, l'assassin, donc je le rappelle, avait déjà été condamné pour viol. Donc le débat sur la récidive criminelle est relancé, même s'il y a déjà eu plusieurs lois, 3 nouvelles d'ailleurs, depuis l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy. Oui, moi je m'associe évidemment à ce qui a été dit fort justement par Jean-René Le Serre, et on pense naturellement à la famille de cette jeune femme. Maintenant, sur le fond, je me suis un peu renseigné dans la journée, et je connais personnellement le juge d'application des peines qui a rendu la décision, et évidemment il en est lui-même le premier consterné. Mais la décision a été prise sur la base, là aussi, d'un dossier qui ne prêtait pas le flanc à la critique. Il y a eu 2 expertises dans le dossier qui sont favorables. C'est tout à fait la même chose. La dernière étant sollicitée par le juge justement parce que la première était un peu nuancée, était excellente. Et je crois qu'il faut pas. Enfin, c'est toujours difficile de chercher comme ça à chaud des responsables ou des boucs émissaires. Je suis d'accord. Il faut poser les choses de façon claire et ne pas stigmatiser les uns ou les autres. Et il y a une répétition de ce genre de meurtre par des récidivistes. Le problème est celui de la libération conditionnelle et des mesures qui font suite à des incarcérations pour des faits extrêmement graves. Chacun sait, et je sais que c'est facile à dire, et c'est probablement inaudible pour les Français, et encore plus évidemment pour la famille. Chacun sait que le système de la libération conditionnelle est le moins mauvais des systèmes et que les gens qui sortent en libération conditionnelle récidivent beaucoup moins que ceux qui sortent sans aucune mesure.
Alors quel est le choix pour les magistrats sur la base de dossiers qui sont des dossiers construits, dans lesquels les gens ont des dossiers préparés pour la sortie, avec un suivi médical, psychologique, psychiatrique qui se met en place. Il y aura, ce que disait fort bien Monsieur le Sénateur tout à l'heure, il y a toujours une part de risque qui existe et qui rend difficile cette situation et des situations que l'on rencontre une fois par an à peu près. On a cette situation et ce débat. Il faudrait accepter ces bavures dramatiques. Non, c'est pas. Alors, bavure, vous voyez, le mot que vous utilisez est en soi déjà une condamnation du système judiciaire et appelle une réponse législative. Il faut effectivement déjà les policiers. On ne peut pas l'utiliser pour les magistrats. Ah mais là, j'ai jamais dit que les magistrats n'étaient responsables de rien, mais en l'occurrence, je n'ai pas vu que les magistrats étaient responsables de quelque chose, en tout cas ce soir. Et pour autant que je le sache, vous redoutez de nouvelles mises en accusation. Moi, je pense que demain, dans le contexte que chacun connaît, alors même que la représentante d'un parti extrême qui fait sa propre campagne a déjà stigmatisé les magistrats, donc il faudrait maintenant reprocher la responsabilité sur les décisions personnelles, ce qui est évidemment impossible constitutionnellement parlant. Il ne faut pas que ce débat parte comme ça. D'accord. Alors, il y a une question qui nous est fournie par l'actualité au Sénat avec le débat sur la loi LOPSI, monsieur le sénateur. Un amendement à cette loi prévoit le port du bracelet électronique pour les récidivistes après la fin de leur peine. Est-ce une bonne chose, oui ou non? Moi, je pense que ça pourrait être effectivement un élément intéressant à une condition. C'est que le bracelet électronique, c'est un outil. Le bracelet électronique, s'il est seul, sera un foyer de récidive constant. Le bracelet électronique, ça n'a de sens. D'abord que pour une période limitée, 6 mois maximum. Et ensuite, si vous avez des travailleurs sociaux, conseillers d'insertion et de probation, qui environnent la personne. Mais c'est pas un Deus ex machina, le bracelet électronique. Christophe Reignard, là-dessus. Tout à fait cet avis. Très bien. Alors, autre actualité, aujourd'hui, Michèle Alliot-Marie dit que dans l'avant-projet de loi sur la réforme pénale, elle accepte la présence d'un avocat durant toute la garde à vue, c'est-à-dire dès la première heure. Votre réaction en tant que président de l'USM? D'abord, on a bien l'impression que c'est l'enterrement de première classe du reste de la réforme, vu ce qui est présenté. Donc je ne peux que me féliciter, puisque nous avions critiqué le fond. Sur la garde à vue, je dirais que c'est une présentation qui est très habile, mais c'est une présentation et en réalité c'est très virtuel. C'est-à-dire que dans un premier temps... Les avocats ne doivent pas se réjouir ce soir, si on vous écoute. Je pense qu'on peut aller plus loin et faire différent. Mais il faut toujours composer entre ce que veulent les avocats, ce que veulent les policiers, ce que veulent les magistrats et ce que peuvent faire les politiques. Donc on est toujours dans des domaines extrêmement complexes. Non, ce qui est la réalité, c'est qu'on nous propose dans ce texte un principe qui est celui de l'audition libre, y compris des personnes interpellées. Et que ces personnes, dans le cas d'une audition libre, avec leur accord, mais on sait très bien comment on obtient l'accord dans ces cas-là, n'auront aucun droit et il n'y a aucune limite dans le temps qui est fixé à cette audition libre, qui peut déboucher ou ne pas déboucher sur une garde à vue. Et dans l'hypothèse où on est dans un système de garde à vue qui est mieux défini, il faut le reconnaître, il y a un certain nombre d'exceptions qui permettent aux policiers et aux procureurs de la République de s'opposer à la présence de l'avocat pendant les auditions ou à la communication des auditions de la personne considérée pendant un délai qui est celui de 12 heures. D'abord, c'est un nid de contentieux très important. Et puis sur le fond, on voit bien que la pratique, comme toujours, va se servir de ces dispositifs exceptionnels pour en faire des principes et en réalité on vide le principe de sa substance. Voilà. Sur ce point, je crois que nous avançons. Au début de l'année, le Premier ministre a annoncé le caractère absolument indispensable d'une réforme de la garde à vue. Pendant les vacances, le Conseil constitutionnel a imposé cette réforme. Désormais, les choses avancent. La question qui se pose, c'est de savoir effectivement s'il y aura dissociation de la réforme de la garde à vue et de la réforme globale de la procédure pénale. Ça ne sera pas si facile que cela, car il y a effectivement des modifications à introduire, notamment sur le rôle du parquet pendant la garde à vue. Allez, troisième sujet qui nous rassemble ce soir, messieurs, le renforcement de la loi sur la sécurité intérieure. Donc en débat depuis aujourd'hui au Sénat, je ne reculerai pas, a dit Nicolas Sarkozy ce matin devant les responsables de la majorité. Monsieur Le Serre, va-t-il se heurter aux sénateurs, notamment ceux de la majorité? Vous savez, il y a 97% des hypothèses sur la LOPSI où tout le monde est d'accord, où il s'agit effectivement d'un texte qui est un texte tout à fait nécessaire, qui vient même très tard, puisque c'est une programmation sur plusieurs années, il y a déjà 2 années d'entamée. Il y a une adaptation par rapport aux évolutions de la criminalité qui est absolument nécessaire. Et puis il y a des points qui sont des points nouveaux, qui sont des points que le gouvernement vient de mettre à l'ordre du jour en déposant des amendements sur son propre projet de loi, dont un certain nombre suscitent effectivement des réticences. Et le terme est faible au niveau de la commission des lois du Sénat et même au niveau du groupe majoritaire. C'est le fameux tour de vis sécuritaire. Je vous propose d'écouter une position différente de la vôtre. C'est celle du sénateur UMP Christian Demouyenc qui ne mâche pas ses mots quand il parle des magistrats. Et vous allez pouvoir réagir. On l'écoute.
Il faut vraiment que les délinquants aient peur de la justice, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Dans mon département, les jeunes délinquants appellent les juges les Pères Noël. Je ne l'ai pas inventé, cette affaire de peur. C'est une juge qui m'a expliqué qu'elle avait peur le soir en rentrant chez elle de prendre la voiture dans le parking ou en sortant. Et c'est vrai, m'a-t-elle dit, que ça influe sur son jugement. Voilà ce que dit donc le sénateur UMP rencontré il y a quelques instants par Tam Tranui. Christophe Frégnard, c'est vrai que des juges peuvent avoir peur de représailles. Alors, écoutez, c'est la première. Alors, les juges peuvent avoir peur de plein de choses, d'être stigmatisés, d'être attaqués. Il y en a, hein. Il y a des collègues qui ont été effectivement attaqués dans leur bureau, mais je n'ai jamais entendu un collègue venir dire qu'il rendait des décisions favorables aux délinquants parce qu'il avait peur des éventuelles représailles. Alors ça, c'est franchement quelque chose qui ne correspond à aucune réalité du terrain. Après, la situation qui est décrite ces derniers temps, c'est plutôt de déplorer une espèce de laxisme des juges. C'était le grand débat de la semaine dernière. Là après aussi, l'affaire Duriage. Après l'affaire Duriage, oui. Alors là aussi, la présomption d'innocence, elle vaut dans un sens, mais là, pour ce monsieur, il était présenté par tout le monde comme le coupable. Elle vaut dans parce un que sens, la police avait vous pensez à Éric Woerth ? Oui, enfin, on peut toujours... Je pense que le principe de la présomption d'innocence, il n'est pas à géométrie variable. Et quand on l'invoque, et c'est normal de l'invoquer, parce qu'effectivement, tant qu'on n'a pas été condamné dans notre pays, on est présumé innocent, mais ça vaut pour tout le monde, y compris quand on est un jeune issu d'immigration qui habite dans un quartier sensible. Il faut qu'on s'explique d'ailleurs clairement sur pas mal de choses. Mon collègue de Moinque, par exemple, proposait dans un amendement qui a été rejeté à l'unanimité par la commission des lois, proposait de revenir sur des dispositions de la loi pénitentiaire et de revenir notamment sur l'élargissement des aménagements de peine. Or, l'aménagement de peine, ce n'est pas un cadeau qui est fait effectivement à la personne qui va être condamnée. L'aménagement de peine, ça peut être d'ailleurs une sanction finalement beaucoup plus lourde, mais en même temps plus intelligente, et qui permet de faciliter la réinsertion. La réinsertion, chacun y a intérêt, aussi bien effectivement la société, les victimes, que la personne détenue elle-même. Si on prend dans le détail, Jean-René Le Serre, est-ce que vous êtes favorable à l'extension des peines planchées pour les violences aggravées? Ça fait partie des amendements, moi, je suis favorable à l'individualisation des peines, donc j'ai déclaré que moins il y a de peines blanchées et mieux on se portait. Frégnard, est-ce que vous pensez que les magistrats garderont encore les coups des franches si ces amendements sont adoptés? Est-ce qu'il vous reste une marge de jugement, tout simplement, et laquelle? Le principe de personnalisation des peines, il est dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Alors, sauf à abroger cette déclaration, je vois mal comment constitutionnellement on peut étendre ou imposer ce que veulent les policiers, c'est-à-dire en réalité des peines automatiques en dessous desquelles les magistrats ne pourraient pas baisser. Le système de 2007 des peines planchées, qui d'ailleurs n'a pas montré son efficacité, la délinquance continue hélas à augmenter, permettait aux magistrats de descendre sous le seuil de façon motivée. C'était la seule garantie que le texte passe le filtre du Conseil constitutionnel. Alors aujourd'hui, le ministre ne propose pas de supprimer cette garantie. Voilà, oui, mais sauf que les policiers, comme c'était d'ailleurs le cas à l'époque, laissent entendre qu'il faut des peines automatiques, ce qui est évidemment impossible. Et le Conseil constitutionnel avait quand même encadré la possibilité des peines planchées parce que c'était justement des récidivistes, voire des multirécidivistes, et que l'étendre de façon générale pour les primo-délinquants, même en matière de violence, ça n'est pas certain que ça puisse passer le filtre du Conseil. J'allais vous interroger là-dessus. Je ne vous entendais pas en désaccord avec... Je l'entendais sur l'évolution de la délinquance. Il faut quand même rappeler des choses simples. C'est de 97 à 2002, il y a eu plus 27% de délinquance. Et depuis 2002, moins 14%, c'est pas exactement la même chose. Très bien, merci. Sauf en matière de violence. Merci. Sur les personnes et encore. À tous les deux, on aura constaté quand même, monsieur le sénateur, que vous avez assez peu de points de désaccord avec le président de l'USM. Je rappelle que Gérard Larcher a dit hier que le Sénat allait veiller à la préservation des libertés publiques lors de ce débat. Ce qui est d'un de ses rôles essentiels. Qui a été lancé aujourd'hui. C'est ce qu'il fait souvent. Merci à tous les deux. À suivre, ne manquez pas sur la chaîne parlementaire. Dans quelques minutes, vous allez pouvoir vivre en direct, en effet, le dîner du Conseil français du culte musulman. Et puis à 22h sur Public Sénat, le journal avec Sonia Mabrouk. De nombreux invités ce soir, bien sûr, pour tirer tous les enseignements de cette journée d'action sur les retraites. Bonsoir. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles, la seule émission intergalactique entièrement dédiée, dévouée, consacrée au 9e art et à la bande dessinée. Les personnages existent vraiment, je vis avec eux. T'aimes bien le faire souffrir alors? Le faire complètement exploser.
Quand il se passe des choses dramatiques, j'ai un peu le blues. Un Allemand peut rencontrer une jeune Française et ils peuvent s'aimer. Rappelle-nous, qui est Captain Biceps? C'est le plus balèze des super-héros. Eh oui. Voilà. La limite, c'est tant qu'on s'amuse, on continue. Il a des gros points pour écraser les méchants, quoi. Voilà. Et les gentils. Et les gentils. Et les enfants. Voilà. Et les chiens. C'est horrible. C'est un scandale. Un monde de bulles, c'est chaque semaine, c'est sur Public Sénat et c'est aussi en VOD gratuite et illimitée sur publicsénat.fr.